Radio Futur Média. Bienvenue chers amis auditeurs, bienvenue à Actu en question, le sujet du jour, la lutte contre l'impunité. On a entendu des membres du nouveau gouvernement soutenir que les autorités feront de la lutte contre l'impunité leur cheval de bataille, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur notamment. Et dans ce studio, pour analyser toutes ces questions, parler de cette lutte contre l'impunité, nous avons Maître Antoine Mbeng, président de l'Association nationale des jeunes avocats du Sénégal. Maître, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Georges. Également Oumar Diallo, membre de la RADDHO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, chargé de l'alerte et de la protection. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir Georges. Alors, Maître Antoine Mbeng, la première question vous va d'abord. Comment appréciez-vous cette sortie du ministre de la Justice, le ministre de la Justice qui dit que le gouvernement fera de la lutte contre l'impunité leur cheval de bataille? C'est une sortie qui nous rassure d'autant d'ailleurs que le président de la République lui-même a annoncé lors de son adresse à la nation qu'il ne protégerait personne, donc qu'il lutterait contre l'impunité. Si le ministre de la Justice chargé de mener cette mission aujourd'hui affirme également qu'il traquera tous ceux qui sont coupables d'infraction, je pense que cela nous rassure. Cela nous rassure d'autant que notre association, l'Association des jeunes avocats sénégalais, est une association qui a longtemps combattu contre l'impunité, et notamment en 2009, lorsqu'il y a eu le saccage des locaux de Walfadjri, nous avions à l'époque fait une déclaration dans laquelle on exhortait les autorités étatiques de l'époque à veiller à ce que toute violation des droits garantis par l'État soit sanctionnée à sa juste mesure, conformément aux lois en vigueur, par une justice indépendante et juste. Donc nous pensons aujourd'hui que cette sortie, c'est une sortie rassurante, mais il faudrait qu'on conjugue les paroles aux actes, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire des déclarations solennelles et s'en arrêter là, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées ces derniers temps et dont les populations attendent des issues judiciaires. Donc nous attendons quand même que les actes soient combinés à la parole. Est-ce qu'elles sont bien outillées, les autorités, pour faire face à cette impunité? Je pense que l'arsenal judiciaire et juridique du Sénégal permet de réprimer tout comportement contraire à la loi. Il s'agit simplement d'une volonté de ceux-là qui sont investis de cette mission, notamment des magistrats. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, s'il y a un reproche à faire au niveau de la justice, on pense souvent au lien presque ombilical entre le parquet et l'exécutif, alors que dans l'entendement constitutionnel, si on peut s'exprimer ainsi, on a trois pouvoirs au sein de l'État, un pouvoir exécutif, un pouvoir judiciaire et un pouvoir législatif. Maintenant, ce lien ombilical gêne énormément parfois par rapport à la poursuite de certaines infractions et de certains individus. Aujourd'hui, je pense qu'il leur appartient de prendre les responsabilités par rapport à la mission dont ils sont investis. Parce que au-delà des hommes qui sont là, au-delà des carrières, au-delà des promotions dont ils peuvent s'attendre, je pense que le serment qu'ils ont juré pour exercer cette mission doit être supérieur à ses intérêts personnels et privés. Je pense que tous nos textes permettent, même s'il est possible d'améliorer quand même les conditions de fonctionnement de la justice pour parvenir à une justice juste, parce qu'on a besoin d'une justice juste. J'aime à le dire, la justice est à la fois un concept et une institution, un concept éthique en ce que on doit juger juste, et la juste s'entend de ce que on se conforme aux normes édictées dans la société à un moment donné. Il faut que celui qui rend la justice la rende conformément aux normes qui régissent cette société à cette époque donnée. Mais une institution, c'est-à-dire à qui on donne un pouvoir d'emprisonner, pouvoir de libérer. Mais dans le fonctionnement de cette institution, il peut y avoir des différences, parce que dans le fonctionnement, l'exécutif a un rôle, et un rôle parfois prépondérant. Et si les politiques n'ont pas la volonté de libérer ces individus, ces personnes pour accomplir cette mission, ça peut être gênant, mais il leur appartient, à partir des textes déjà, de prendre les responsabilités. Ils en ont la possibilité, ils en ont les moyens, et une volonté, c'est une volonté. Nous reviendrons à ces améliorations souhaitées. Alors, Monsieur Diallo, quel est l'état de l'impunité au Sénégal? Si je pose la question, c'est parce que vous qui êtes membre d'une organisation de défense des droits de l'homme, rencontrez très souvent des victimes. Écoutez, je crois que, comme l'a souligné mon ami Mbeng, il est évident que la justice est le socle de la démocratie. Toute société de démocratie a besoin d'une justice, à la fois une justice sociale et une justice pénale. Donc, l'impunité constitue une négation de la justice. Le propre d'une organisation de défense des droits de l'homme, c'est de combattre l'impunité. Mais ce qu'on peut constater depuis 2000 jusqu'à présent,
c'est une impunité notoire dans ce pays-là. Je vous donne pour cas l'affaire Dominique Lopi, l'affaire Aline Badara Diop, qui est décédé dans les locaux dans les prisons, dans les commissariats de Ndorong, l'affaire Mamadou Bahoum. Il y en a tellement de cas comme ça. Qu'est-ce qui a été fait à la suite de ces décès-là? On a certes ouvert une information judiciaire, mais souvent c'est des enquêtes qui sont là, latentes. Le dossier est toujours pendant plusieurs années. Ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement une volonté. Aujourd'hui, ce qui s'est passé depuis le 23 juin, nous l'avons vu, des personnes, presque plus d'une dizaine de personnes sont décédées. Et si on ne fait pas attention, on risque de revivre la même situation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le pouvoir qui est en place doit donner un signal très fort au peuple sénégalais en réglant toutes ces questions-là, parce qu'il y a le principe de la continuité de l'État. Ce que Wade a fait, le régime de Wade a fait comme manquement par rapport au respect de la justice, il faut que Macky Sall le prenne en compte. Et nous attendons de ce gouvernement aujourd'hui qu'il nous pose des actes forts par rapport à tous ces cas d'impunité. Donc c'est vraiment ce qu'on attend aujourd'hui. Mais est-ce que la situation est propre au régime de Wade? On a vu le régime socialiste. On peut le dire, parce que la question d'impunité, elle date de très longtemps, il faut le reconnaître. Mais tout cela est basé sur une question d'une volonté politique. Parce que j'ai l'habitude de le dire, on ne peut pas parler d'un état de droit sans parler de la séparation des pouvoirs. Si c'est une séparation des pouvoirs qui est de non seulement, si nous sommes dans un pays où le pouvoir exécutif domine à la fois le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, il se pose un vrai problème. Et ce que nous avons senti réellement depuis le pouvoir, depuis 2000. Et quand nous sommes venus à l'alternance, les gens avaient dit que voilà un bon point de départ pour aller vers une société qui sera beaucoup plus démocratique, où il y aura la liberté d'expression, où il y aura l'état de droit, mais nous ne l'avons pas senti dans certains aspects, comme la question de la torture, la question des violences policières, la question également des bavures policières. Ils n'ont jamais été sanctionnés. Comme s'il y avait le cas où un policier est impliqué, pose un véritable problème pour l'exécutif. L'exécutif ne veut pas avoir de problème avec le policier ou bien l'agent des forces de sécurité. Et cela a posé un véritable problème. En plus de cela, on a vu, quand des personnes sont décédées dans des lieux de privation et qu'on a ouvert une enquête, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est une délégation qui est envoyée avec une mallette d'argent. Et ça ne règle pas également le problème. Je crois que tout cela constitue des problèmes. Et il faut revenir là-dessus. Mais également, il y a la question de l'indépendance des juges. Parce que quand une information judiciaire est ouverte, mais s'il y a des blocages au niveau même du parquet, je crois que les juges d'instruction, par exemple, doivent avoir la possibilité de faire bouger les choses. Le président, les chefs de juridiction doivent pouvoir avoir la possibilité de faire bouger les choses, parce que c'est des questions extrêmement importantes. Quand une personne meurt dans un lieu de privation de liberté, moi je pense que c'est un véritable problème. Et ça doit offusquer tout le monde, à la fois le chef de juridiction, que le juge d'instruction, que même l'association des magistrats. Mais on ne le sent pas réellement. Et c'est là où ils sont interpellés à jouer véritablement leur rôle de juge. Alors, Maître Antoine, la question de l'impunité ne concerne pas que la police, les tortures. L'on a également, ça doit sentir dans la gestion des deniers publics, des biens publics. Oui, l'impunité, c'est... Mais on a tendance à se focaliser sur les tortures, les cas de violence. C'est à tout niveau, parce que nous sommes en état de droit. Un état de droit, c'est un certain nombre de normes qui sont édictées et qui doivent être respectées. Et chaque fois qu'une personne violerait ces normes, il doit être traduit devant la justice pour répondre de ces violations commises. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se focalise, parce que peut-être de réputation, peut-être les personnes qui sont impliquées sont les plus intéressantes, on en parle dans la presse ou autre, mais l'impunité, c'est par rapport à toutes les violations qui ont été commises à l'endroit de quelque victime qu'elle soit et qui n'a pas pu trouver réparation. Parce que, admettons le petit locataire d'à côté qui se voit un beau matin ses bagages d'or parce que le bailleur a voulu, parce qu'il n'a pas payé un mois de loyer sans passer par la voie normale, jeter ses bagages dans la rue et qui ne peut pas
avoir justice. Ça, c'est une forme d'impunité parce qu'il y a une procédure pour procéder à son expulsion. Mais parce qu'on est plus fort, on a jeté ces bagages dans la rue. L'impunité, c'est aujourd'hui qu'on constate que des biens de l'État ont été pris par des personnes ou subtilisés par des personnes qu'on ne sanctionne pas parce qu'on s'est rendu compte que telle personne, peut-être là, en la sanctionnant, peut-être on risque de perdre un électorat. Donc je pense que cette alternance doit être l'occasion d'une rupture et dessiner un type de Sénégalais nouveau où les gens comprennent quels sont les actes républicains ici conformes et en cas de manquement que l'État soit là, la justice soit là pour réprimer ces manquements. Donc je pense que c'est un combat sur tous les fronts, on ne le focalise pas sur cette notoriété publique, c'est-à-dire ces personnes sur lesquelles on aime bien débattre parce que c'est des personnes de réputation. Mais le plus petit des Sénégalais a besoin de réparation s'il est victime d'une injustice. Alors, en ce qui concerne toujours la gestion de ces deniers publics, des biens publics, ne devrait-on pas exiger des enquêtes et rendre justice aux Sénégalais? En clair, instaurer des audits annuels, par exemple? Mais les audits sont là parce qu'il y a les codes de contrôle de l'État qui existent et qui doivent faire leur travail sans qu'on ait besoin d'attendre une alternance ou un changement de régime pour parler, parce que cela ressemblerait à une chasse aux sorcières. C'est-à-dire, c'est des codes de contrôle qui existent, qui sont créés, qui sont payés pour faire une mission bien déterminée. Il leur appartient maintenant, au fur et à mesure des besoins, d'aller auditer les organes désignés et de transmettre les rapports acquis de droit pour que ces rapports soient transmis à la justice et que la justice soit laissée libre de faire son travail. Je pense que cela est important parce que quand même on ne peut pas faire des audits parce qu'aujourd'hui les audits existaient bien avant qu'on arrive à cette alternance. On a été tous informés des audits après l'alternance de 2000, mais aujourd'hui on en reparle aujourd'hui parce qu'il y a un changement de régime. Je pense que ces audits, s'ils avaient... Et souvent il suffit qu'on rallie le camp du régime. Ce qui est regrettable, et c'est des comportements à condamner. Les audits doivent être sanctionnés si on constate des manquements, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se dise que chaque fois qu'il y a audit, nécessairement il y a des manquements. Peut-être que c'est des fautes de gestion qui peuvent se traduire par des recommandations, mais tant qu'il y a des infractions derrière, ces infractions doivent être poursuivies et les personnes coupables réprimées. Mais qu'on ne parte pas d'un postulat que chaque fois il y a audit, il y a une présomption de culpabilité de la personne qu'on a auditée. C'est dans l'ordre normal des choses. Vous êtes en charge de deniers publics, vous êtes en charge de biens publics, donc il est bon qu'à un moment donné on s'arrête pour voir comment vous avez géré ces biens, ces deniers qui ne vous appartiennent pas. Et s'il y a des manquements coupables, parce qu'il peut y avoir des manquements qui ne sont pas source d'infraction, parce que l'infraction a une définition autre, mais c'est des manquements liés à la gestion difficile, parce qu'il y a des risques dans la gestion, c'est pourquoi il y a des élèves de suggestion parfois et tout le tralala. Mais tant qu'une infraction a été identifiée et constatée, je pense que la justice doit faire son travail. On n'attend pas des alternances pour en faire un moyen de chantage ou en tout cas un moyen de show médiatique, les audits. C'est un travail quotidien qui doit être sanctionné, parce que sinon ça n'a pas de sens de payer des fonctionnaires pour faire un travail qu'on mettra dans des tiroirs. Alors, Monsieur Diallo, les cas de torture sont nombreux, les cas d'impunité. Vous avez évoqué le cas de Dominique Lopi, Malick Ba, entre autres. Et pourtant, l'on se dit, un pays démocratique, où se situe le problème? Ne devrait-on pas dépasser ce débat sur l'impunité? Oui, c'est le plus grand souhait. Malheureusement, on ne l'a pas dépassé. On est toujours sur cette question-là. Et je crois qu'il y a l'un des principes fondamentaux de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance, parle de cette nécessité de combattre tout acte, surtout les actes qui sont liés un peu à l'enrichissement illicite, mais également à la question de la corruption. Mais nous avons constaté, nous avons vu les dégâts que cela a fait pendant toutes ces dernières années. On n'a pas senti réellement une véritable volonté de combattre la corruption et l'enrichissement illicite. Mais au-delà de ça, regardez ce qui s'est passé également dans les cas de prison, dans les cas de décès, dans les lieux de privation de la liberté. Est-ce qu'il y a une véritable volonté de la part du ministère de la Justice, de la part du président, de la part du Premier ministre, de dire que nous avons été élus? Nous avons été même pour défendre les intérêts du peuple sénégalais. Quand un policier est tué dans le cadre d'une manifestation publique, on ouvre tout de suite une enquête. On arrête tout de suite des responsables. Pourquoi pas pour un simple citoyen? Est-ce qu'il y a une différence entre le policier et le citoyen? Est-ce qu'il y a une différence entre le gendarme et le citoyen? Je crois qu'ils sont tous
des Sénégalais. Et ils ont tous justice, ils ont tous droit à la justice. Donc c'est là où il faudra peut-être revoir un peu les clichés qui sont déjà développés, liés un peu à la solidarité de corps au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie. Essayer de voir comment nous pouvons mettre sur place des mécanismes qui permettent, si un policier ou un gendarme est impliqué dans une affaire de décès dans un lieu de privation de liberté, qu'il puisse avoir des mécanismes internes qui permettent de faire une enquête impartiale et juste, qui permettra de situer les responsabilités et de trouver toutes les conséquences. Et de voir également comment nous pouvons aller au-delà vers des réformes extrêmement importantes dans le cadre de la protection des droits des personnes. C'est que, par exemple, quand quelqu'un est arrêté dès la garde à vue, dès les premiers heures de l'arrestation, qu'il puisse accéder à un avocat. Je crois que ça permettrait de dissuader un peu les cas de torture, de violence policière et tout. Je crois que c'est pourquoi nous insistons surtout par rapport aux policiers, c'est que la charge de l'agent de sécurité est une charge extrêmement importante. C'est lui qu'on a donné une tenue, lui permettre d'avoir une arme, de marcher et de l'utiliser au nom de la communauté. Si aujourd'hui cette arme est utilisée contre la communauté, si par exemple cette tenue constitue un moyen de violenter, de tuer des citoyens, ça pose un véritable problème. Je crois que c'est pour cela aujourd'hui on se bat par rapport à ces aspects-là. Je pense qu'aujourd'hui il y a des gestes à faire de la part de l'État, de la part du nouveau gouvernement. Il faut poser des actes forts, il faut aller vers le règlement de ces questions-là. Tous ces cas de décès dans les lieux de privation de la liberté, tous les cas de décès par rapport à ce qui s'est passé tout récemment. Et aujourd'hui, je le rappelle, il y a des personnes qui sont encore en prison parce que tout simplement ils ont participé aux manifestations préélectorales. Je crois qu'il faudra que l'État sénégalais puisse tirer toutes les conséquences de cette situation-là, essayer de voir où situer les responsabilités et tirer les enseignements. C'est un des aspects, je crois, sur lesquels il faudra beaucoup. Alors, maître, est-ce que vous êtes convaincu que l'actuel pouvoir ira jusqu'au bout? On a entendu le nouveau président Macky Sall annoncer une réforme du Conseil constitutionnel. Est-ce que ces réformes ne devraient pas concerner la justice en général? Oui, en fait, même pas la justice, mais il faudrait que le nouveau régime travaille même à construire un nouveau type de Sénégalais. Il faudrait que chaque individu se sente un citoyen, autrement un homme majeur responsable de son propre destin, mais nous tous solidaires de notre devoir national. Et par cette éducation déjà, construire l'ensemble du système judiciaire pour vaincre toutes ces formes d'impunité ou en tout cas de problèmes qui secouent la justice. La justice, au-delà du Conseil constitutionnel, c'est toute la justice qui doit être revue. Et malheureusement, nous avons pour habitude en Afrique de manière générale, au Sénégal qui n'est pas en reste, de faire des rapports, de les mettre dans les tiroirs, parce que j'avoue que j'ai eu à participer à énormément de travaux sur les réformes de la justice à Sali où les gens se regroupent, mais malheureusement tous ces rapports sont dans les tiroirs. Les problèmes fondamentaux de la justice, je pense que les magistrats les connaissent, les avocats les connaissent, mais c'est cette volonté politique qui doit accompagner ces réformes-là, parce que même en l'état actuel, notre justice peut fonctionner si les gens acceptent de prendre leur indépendance, les magistrats notamment. Y aurait-il des intérêts derrière pour que tout cela n'aboutisse pas? On peut le penser, parce que même les magistrats eux-mêmes décrivent le processus de nomination à certaines responsabilités, niveaux de responsabilité. Et quand on sait que c'est des niveaux de responsabilité qui entraînent en tout cas des avantages, ceux qui sont nommés à ces niveaux de responsabilité ne veulent pas lâcher. S'ils sont des carriéristes, ils demeurent dans une atmosphère de quasi-complicité avec l'autorité pour demeurer davantage à la fonction. Et ça ne permet pas forcément de remplir la mission pour laquelle ils ont été placés à ce niveau. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils sachent se départir de cette lutte d'intérêt personnel et voir à travers leur serment l'engagement de s'acquitter d'une mission au service de la communauté. Je pense que s'ils ont la volonté de prendre leur indépendance, ils le peuvent. Et en l'état actuel des textes, je pense que la justice peut prendre son indépendance. Même si dans le processus, des réformes peuvent être nécessaires. Parce que je disais tout à l'heure que dans le cadre de la détention, je pense que des réformes peuvent être nécessaires. Parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui, en tant qu'avocat déjà, qu'une personne arrêtée, déférée devant le parquet, à partir d'une réunion des membres du parquet, les mandats de dépôt sont signés de là-haut. Quand vous descendez pour entendre votre client, le mandat de dépôt est déjà signé. Et le parquet qui signe ce mandat de dépôt, qui prive votre client de liberté, est parti au procès. Moi, j'estime qu'on doit parvenir à un juge de la détention
détention ou juge des libertés, qui serait ce magistrat neutre du siège qui arbitrerait de la nécessité de la détention de cet individu au regard de l'infraction pour laquelle elle est poursuivie, et des garanties de représentation, parce que la détention préventive, c'est quoi? C'est pour empêcher à la personne d'échapper à la justice, alors qu'on est tous des Sénégalais. Ceux-là même qu'on met en détention n'ont même pas le billet pour aller à Thiès. Donc je ne vois pas comment ils vont sortir du territoire. Parfois on n'apprécie pas. Donc c'est une décision unilatérale. Pourquoi ne pas réfléchir à cette forme de juge de la détention qui écoutera le parquet dans ses réquisitions pour la détention, qui écoutera l'avocat du prévenu pour voir si cette personne présente des garanties. Ça, c'est des choses pourtant qui ne nécessitent pas fondamentalement de révision de texte, mais c'est un changement de comportement. Il faudrait que les textes soient mieux appréhendés, parce que la détention doit être l'exception et non le principe. Mais malheureusement, on note que la détention est systématique. Alors, les avocats n'ont même plus besoin d'aller au déferment. Alors, M. Diallo, êtes-vous convaincu que tous ces dossiers seront vidés? Je veux parler des cas de torture dans les prisons, le cas de la mort de Mamadou Diop lors d'une manifestation du M23 à la place de l'Obélisque. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir conflit d'intérêts? Les ennemis d'hier sont les amis d'aujourd'hui. Et ceux qui sont le plus visés sont les collaborateurs du ministre de l'Intérieur même. En tout cas, le gouvernement en place a intérêt à régler cette question-là, à donner un signal fort par rapport à l'attente des Sénégalais. Les Sénégalais ont soif de justice. Par rapport à ce qui s'est passé, le Sénégal a vécu un moment extrêmement important de son histoire depuis le 23 juin. Je crois qu'il faut qu'ils comprennent cela et qu'ils donnent un signal fort. En faisant quoi? En faisant en sorte que ces affaires-là qui sont pendant, ces gens qui ont été tués, parce que toujours simplement ils étaient en train de défendre une cause patriotique. Je crois qu'il est important pour nous Sénégalais et nous, organisations de défense des droits de l'homme, que l'État puisse nous donner un signal fort en ouvrant une enquête, en ouvrant des enquêtes, je dirais même, en mettant sur pied des commissions qui vont travailler sur ces questions-là. J'ai entendu le ministre de l'Intérieur en parler, j'ai entendu le ministre de la Justice en parler. Je crois que ça également c'est réconfortant, mais on ne s'attend pas seulement à des propos d'intention. Nous voulons que l'État aille au-delà de ça. Et je crois que Macky Sall, qui a eu à travailler dans le cadre du M23, je crois qu'il va comprendre que ceux qui étaient au niveau du M23, ce n'était pas seulement des politiques. Ce n'est pas ceux qui aujourd'hui ont des portes de responsabilité. Beaucoup sont dehors et c'était des sentinelles, c'était des défenseurs des citoyens. Et ils vont se battre avec le type de Sénégalais qu'on a vu depuis le 23, ce Sénégalais qui est là, qui n'est plus passif, mais qui est actif. Je crois que pour toutes ces raisons, ils ont intérêt à donner un signal fort, et j'attends également qu'ils donnent un signal fort. Maître Mbengue, est-ce que tout ne réside pas dans une réforme du Conseil supérieur de la magistrature? Les magistrats en parlent beaucoup. Maintenant, il y a peut-être plusieurs possibilités qui pourraient s'offrir. On pense à un conseil supérieur de la magistrature duquel le président ne serait peut-être pas membre, le ministre de la Justice. Mais est-ce que l'élimination de ces personnes à elle seule suffit à rendre le conseil efficace? Est-ce qu'il ne faudrait pas que dans ce même conseil de la magistrature qu'il y ait d'autres acteurs de la justice, parce que la justice c'est un tout, parce qu'on a parfois tendance à confondre la justice et les magistrats. En fait, la justice c'est un tout. Est-ce qu'il ne faudrait pas impliquer d'autres acteurs dans ce conseil supérieur de la magistrature, comme les avocats, les notaires, les huissiers, tous les intervenants de la justice, pour qu'ils aient leur opinion à dire lorsqu'il s'agit du fonctionnement de la justice? Donc je pense que c'est une réflexion qu'il faut pousser, et je pense que les magistrats réfléchissent déjà à travers l'Union des magistrats sur la question, mais il ne faudrait pas qu'il soit une réflexion corporatiste, c'est-à-dire qu'on pense tout simplement à libérer l'exécutif, mais la justice n'est pas que magistrat. La justice c'est un tout, les magistrats sont des piliers de la justice, le barreau est un pilier de la justice, les huissiers, les notaires, même la police dans son volet police judiciaire, la gendarmerie dans son volet police judiciaire. Donc tout ça c'est des acteurs de la justice. Donc c'est une réflexion globale pour ne pas tomber dans un corporatisme qui ne règle pas les problèmes et on reviendra dans les mêmes tas. Donc je pense que c'est une réflexion à mener. Justement, est-ce que cela peut faire de sorte que les pressions dont sont victimes les juges, que ces pressions soient annihilées?
En partie peut-être, parce que les pressions que subissent les juges ne sont pas foncièrement des pressions liées à l'exécutif. Parce que même les pressions familiales jouent dans la décision de la justice. Les pressions des familles maraboutiques, les pressions sociales. Il y a beaucoup de pressions dont les juges doivent savoir se départir. Parce qu'il faudrait que les gens sachent qu'ils sont investis d'une mission. Et d'une mission à la limite divine, parce qu'on dit que Dieu est le seul juge. Et sur terre, malheureusement ou heureusement, les magistrats sont appelés à juger des semblables. Donc il faut qu'ils comprennent la grandeur de la mission dont ils sont investis. Et à partir de ce moment, on se déporte départit des considérations pécuniaires, financières ou carriéristes, et puis vraiment on voit l'être humain. Parce que ce ne sont pas des dossiers qu'on a en main, qu'on juge. C'est derrière ces dossiers, il y a des personnes qui se cachent. Et je dis souvent que ceux-là qui jugent doivent souvent aller dans les prisons pour se rendre compte des difficultés dans lesquelles ces personnes sont là, et peut-être même qu'elles sont coupables, qu'elles sont innocentes. Merci, merci Maître Mbengue. Omar Diallo, quel changement donc pour une justice juste plutôt? Ok. Je crois que, comme Antoine l'a souligné, il faudra qu'on revoie un peu le Conseil supérieur de la magistrature. Il faudra également qu'on revoie un peu également les tribunaux. Parce que le Sénégal, je crois que le le régime de Wade a fait des efforts en construisant des tribunaux. Il faudra renforcer ça. Il faudra également renforcer le personnel de la justice, à savoir les juges d'instruction. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont sur la table des juges d'instruction, qui font qu'effectivement, ils n'ont pas le temps de traiter réellement les dossiers. Et ils vont nécessairement vers le renouvellement de mandat de dépôt, ce qui constitue un véritable problème. Je crois qu'en faisant tout cela, et en permettant également que le magistrat, le juge, soit dans des conditions optimales pour faire correctement son travail. Au-delà de ça, de la nécessité pour lui de dire qu'il est indépendant, et il a besoin d'être indépendant, sans compter sur des pressions extérieures. Au-delà de ça, que l'État puisse les mettre dans des conditions sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan également de l'assistance et tout. Je crois que ça n'a pas beaucoup conforté effectivement l'indépendance de la justice au Sénégal. Merci Omar Diallo, membre de la RADDHO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Omar Diallo, chargé de l'alerte et de la protection. Merci également à Maître Antoine Mbengue, président de l'Association nationale des jeunes avocats du Sénégal. Actu en question aujourd'hui, nous parlions de la lutte contre l'impunité. C'est fini pour Actu en question. Tout de suite, le bulletin d'information à Wolof avec El Hadj Ndiogou Diallo.